Pour ceux qui écoutent le podcast en temps réel, la semaine prochaine, le 26 février 2018, je serai au rendez-vous du cinéma québécois. En fait, il y aura présentation d'un nouveau film documentaire intitulé Louis, mettant en vedette Louis Grégoire. Alors, pour les amateurs de lignes ouvertes, Louis Grégoire est un personnage bien connu. C'est un gars qui appelle beaucoup dans les lignes ouvertes. Et il y a un documentaire sur lui et sur plusieurs autres personnages qui appellent beaucoup dans les lignes ouvertes, qui a été fait par un jeune homme qui s'appelle Philippe, qui a fait le documentaire tout par lui-même, avec aucun argent supplémentaire. C'est un film que j'ai vu moi-même. C'était très impressionnant, très intéressant sur ces gens qui appellent dans les lignes ouvertes et un peu leur relation à tout ça. Et bon, avec Ron Fournier, bref, tout le monde, l'univers des lignes ouvertes. Et ce documentaire-là est présenté ce soir-là, le 26 février 2018. Le documentaire s'appelle Louis. Et mettant en vedette Louis Grégoire. Et Louis va être là et le réalisateur va être là. Il y a de la première projection en exclusivité du documentaire qui n'a pas été vu encore par Louis, par personne. À part moi, il me l'a montré, bon, évidemment, parce que après la soirée, en fait, après la projection, les gens vont se transférer de la salle de projection à la grande salle de la Cinémathèque, parce que tout ça se passe à la Cinémathèque à Montréal, sur la rue Saint-Denis. Et il va y avoir la soirée Canadien Flyers. En fait, c'est la game Canadien Flyers. Et je vais être là pour, en fait, animer la soirée. Il va y avoir des entretiens avant la partie. Et il va y avoir aussi des segments entre les périodes dans les entractes. Et donc, je vous invite à venir faire un tour, ne serait-ce que pour le documentaire. Évidemment, aussi, restez avec nous après ça pour la soirée. On va avoir une super soirée avec Louis. Bon, tout le monde va rester et il va y avoir des invités surprises. Donc, venez faire un tour. 26 février, rendez-vous du cinéma québécois, RCVQ. Allez voir ça sur Google. Ça risque de vraiment valoir, mais pas ça risque, ça va valoir la peine. Ça va être très plaisant. OK. Alors, l'épisode d'aujourd'hui avec Monsieur Alexandre Picard, premier épisode qu'on a enregistré devant le public de l'histoire du podcast, c'était bien avant le ZooFest, et on l'a fait le 30 avril 2017 à Gatineau dans le cadre du festival Transistor. D'ailleurs, Festival Transistor qui est un festival de radio numérique, un festival de podcast qui est absolument avant-gardiste, puis je pense qu'il devrait en avoir plus. Il y en a même pas à Montréal, des festivals comme ça, des festivals de podcasts qui comprennent le format. Donc, merci à Gatineau, à Transistor de l'invitation. On a été très bien reçus, on a eu beaucoup de plaisir. On a enregistré l'épisode au Café-Bar Le Troquet. Et donc, merci aux gens qui étaient là, c'était vraiment cool. Et Alexandre Picard, en fait, c'était clé dans tout ça, parce que c'est un gars de Gatineau. On voulait vraiment recevoir quelqu'un de la place dans ce contexte-là. Et Alexandre Picard, c'est le défenseur qui a joué pour le Canadien de Montréal et non pas l'attaquant. Puis il y a un autre gars qui s'appelle Alexandre Picard, qui a mené même un quiproquo, une anecdote dont Alexandre va nous faire part dans l'épisode. Donc, voilà, 30 avril 2017 que j'ai rencontré Monsieur Alexandre Picard à Gatineau. Voici l'épisode. OK, avec Alexandre Picard. Bye-bye. Drette sur le tape. Avec David Bocage. Voilà, là, c'est audio, les gens ne voient pas, mais on a la même shape. Donc, je vais juste le mettre au courant. Ça va bien, Alex? Oui, ça va, merci. Là, juste pour mettre en contexte les gens, là, en ce moment, cette année, tu jouais où? Je jouais en Suisse. Les 2 dernières années en Suisse, à Fribourg. OK. Puis avant-hier, je viens de signer à Düsseldorf, en Allemagne. OK. Ouais. Cool. Ça s'est bien passé là, cette année en Suisse? Non, pas vraiment, non. Non? Personnellement, c'est correct, mais l'équipe, c'est un concept un peu différent, dans le fond. Les 8 premières équipes font les séries, puis après ça, les 4 dernières, ça s'appelle les play-out. OK. Fait que tu te bats pour ta survie en première ligue. OK. Parce qu'il y a une deuxième ligue. En tout cas, c'est compliqué un peu, mais le perdant de la première ligue affronte le gagnant de la deuxième. Ça sonne très folklorique comme ligue professionnelle. C'est très traditionnel, la Suisse. Hein, donc, Cool. Ben, écoute, on va reconnaître parce que tu as quand même joué presque 300 games. 200-300 games dans la Ligue nationale. Puis 200-300, c'est toi que je suis vague. Ouais. Mais c'est ça, en fait, il y a deux Alexandre Picard. Ouais. Puis à chaque fois que je disais aux gens que je recevais Alexandre Picard, ils étaient comme, lequel? Parce que vous avez presque le même âge. On a le même âge. Vous avez le même âge. On a le même âge. On a joué Équipe Québec ensemble. Bon. Puis je reçois ses cartes à signer par la poste, il reçoit les miennes. Il y a même une histoire que ça, je pensais jamais que ça allait se rendre là. Quand je jouais en Caroline, fallait que j'ouvre un compte en banque pour me faire payer par le club. Puis il y a des banques royales, RBC, en Caroline. Ouais. Donc, je suis allé m'ouvrir un compte à mon nom et tout. Et puis, ça faisait 3-4 semaines j'étais là. J'avais pas reçu aucun chèque de paye. Puis, à un moment donné, je suis allé voir la banque. Puis, finalement, lui aussi avait un compte en banque dans la même banque que ça. Puis, il avait déposé mon chèque dans son compte en banque en lui. Non! Ouais, vraiment.
Puis lui, ben, il a rien dit, évidemment. Ça allait pas. Mais ouais, ça s'est rendu là. Et lui, il s'est pas dit, je joue pas pour les Hurricanes. Lui, il a vu ça rentrer, il fait comme, je joue pour les Hurricanes. Il a juste pris l'argent. Parce que c'est ça, en fait, les deux, vous avez comme gagné la Coupe Calder. Les deux, vous avez presque le même âge. Sauf lui, dans le fond, il a été repêché 8e en 2004. Puis toi, 2003, puis toi, t'es en 3e. Moi, lui en 2004, je pense. Ouais, moi, en 2000. Moi, c'était en 2003. Ça, t'es un peu plus vieux. Lui, c'est un joueur d'avant aussi. C'est ça. Donc là, celui qu'on reçoit, là, c'est le joueur qui a joué pour les Canadiens de Montréal. Parce que Alexandre Picard, il n'a pas joué pour les Canadiens. Défenseur, exact. L'autre est attaquant en plus. En tout cas, on se comprend. Là, on est dans Gatineau, on est dans le downtown Gatineau. Toi, ici, là, c'est-tu ici que tu sortais quand tu avais 16 ans? Ouais. On appelle ça le vieux hall. C'est ça, le vieux hall. Le vieux hall. Ça, c'est tous les endroits où ça se passe ici. Là. Ouais, vraiment. T'es-tu déjà venu au Troquet? Je suis déjà venu au Troquet, oui. C'est pas ma première fois, ouais. C'était-tu comme ici que les gens venaient quand il n'y avait pas encore leur carte de 18 ans? Ou... Non. Troquet, c'est un peu plus fancy. Tu sais, c'est la place où tu viens manger, relax. Un peu à 30 ans, à notre âge en ce moment, avec une petite bière. On fait garder les enfants, puis... Ici. C'est plus ça, ouais. Parce que les joueurs de hockey, souvent, ils ont des maisons, différentes locations dans le monde, ça. Mais toi, tu reviens vraiment à Gatineau à chaque année? Oui, on revient, on passe les étés ici, puis ma femme vient de Drummondville, fait que ses parents sont là, on fait quand même des allers-retours pendant l'été. Puis, cool. Ouais, je veux dire, je serais pas capable de passer l'année au complet en Europe, puis pas revenir au Québec. Tu n'as pas de propriété là-bas ou rien? Non. Cool. Quand j'ai dit à un ami que j'allais te recevoir, en fait, c'est lui qui a vu qu'on allait te recevoir. Il m'a écrit, c'est un gars qu'on a déjà reçu au podcast, il s'appelle Jack Hand. C'est un gars qui travaille dans les statistiques avancées. Puis quand il a su que tu venais au podcast, il m'a écrit de son plein gré, puis il m'a dit les choses suivantes. Il m'a dit, et je cite, « Alex Picard, c'est un gars qui aurait dû jouer beaucoup plus dans la Ligue nationale. Excellentes stats de possession, mais personne ne regardait ça dans ce temps-là. Les statistiques avancées, il y a 7 ans, c'était déjà moins hot. Et il dit que quand tu jouais avec Piquet Souban, tu as été le meilleur partenaire que Piquet Souban a eu dans sa carrière en statistiques avancées de toute sa carrière. Pleure pas. Ce qui est absolument dominant. Il m'a dit, c'est des chiffres, c'est un peu plate, mais 61% de Corsi, qui est une unité de mesure pour la possession de rondelles, qui est absolument dominant dans la Ligue nationale. En fait, dans toute sa carrière, Souban n'a jamais eu de meilleur coéquipier de ce côté-là. Savais-tu ça? Toi, savais-tu ça? Moi, je savais pas ça, puis je connais absolument rien sur les statistiques avancées, puis je trouve ça ridicule qu'on applique ça au hockey, vraiment. Là. C'est le fun parce que l'argument qui peut être ramené en Ligue nationale, tu viens de le démolir. Non, mais je sais maintenant qu'il y a des équipes, des GM qui se basent là-dessus, mais je trouve ça absolument ridicule, parce que ta stat Corsi, elle va te dire si le gars, vraiment, il est prêt à payer le prix pour l'équipe, t'sais. Toutes les impondérables. Je veux dire, le caractère, les choses comme ça, je suis pas sûr que tu peux voir ça à travers les stats. Puis j'avais lu un article aussi que les joueurs ils sont au courant des stats aussi, puis sont au courant que quand leurs contrats finissent, je pense que plus de lancers que tu as au but, ça fait augmenter tes statistiques. Donc les gars, ils lancent de la ligne rouge, ils lancent de la ligne bleue n'importe quand, puis fait que je trouve que c'est un peu... ça fait que les gens changent la manière qu'ils jouent juste pour clair, les chiffres. Ça, c'est clair. Fait que moi, je veux dire, je suis pas vraiment pour ça, mais tant mieux si j'ai aidé Piqué. En fait, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il te doit tout. Ouais, exactement. Donc, dans le fond, toi, les joueurs, vous regardez ça, ces affaires-là, ou pas vraiment? Ben moi, je veux dire, quand j'étais encore en Ligue nationale, c'était pas tant... Justement, il y a 7 ans. C'était pas gros comme c'est en ce moment. Avec ce que je viens de te dire, je suis certain que les gars, autant qu'ils regardent leurs stats après les games, je suis certain qu'après chaque match, ils vont regarder leurs parce que ça change la manière. C'est clair que les agents sont au courant aussi, puis c'est devenu un moyen de négociation quand le contrat vient à échéance, ça c'est clair et certain. Cool. Toi, tu as joué ta carrière junior dans quel coin? Je jouais dans les Maritimes, à Halifax, 3 ans, puis 1 an au Cap-Breton. C'est ça, en fait, je pense que tu as été échangé à Cap-Breton et tu es revenu à Halifax. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, ils ont appelé ça l'échange boomerang parce que c'était un échange qui était basé sur 4 ans, puis au total, il y a eu, je pense, 38 joueurs d'impliqués ou des choix d'impliqués dans l'échange. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que les 2 GM, Marcel Patnaud, qui est GM ici maintenant à Gatineau, et puis Pascal Vincent, qui était au Cap-Breton, les 2, c'était des bons chums.
Et puis, ils se sont boostés une équipe une année. Après ça, ils ont rendu l'amiable l'année d'après à l'autre équipe. Puis moi, ben, je faisais le voyage là, chaque année. On dirait une vente de garage. Ouais, c'était pas mal ça. Puis à cause de cet échange-là, justement, ils ont mis des règlements pour plus que ça arrive parce que sinon... Parce que c'est pas arrivé en 76, c'est arrivé comme dans les années 2000. Là. Ouais, c'est ça. C'est arrivé dans les années 2000, mais c'est la dernière fois que c'est arrivé. Mais c'est donc bien à la bonne franquette. Ouais, c'est... pour un jeune, moi j'avais 17 ans dans ce temps-là. Je l'ai su à Noël, je savais que je finissais l'année à Halifax, puis qu'après, je m'en allais au Cap-Breton 1 an, puis que j'allais revenir à Halifax. Donc, c'était assez exceptionnel quand même, ouais. Puis, toi, tantôt, je parlais parce que tu es en fait le fondateur du festival où on est en ce moment, Steven Boivin, un des deux fondateurs, a joué avec toi ici, à Gatineau, quand tu étais jeune. Puis, il a dit que c'est vraiment quand tu penses que tu as eu l'âge midget 3 ou quelque chose, que là, tu as comme une poussée de croissance, que les gars à 14 ans. T'as-tu joué une année plus vieux tout de suite? Ouais, dans le fond, Bantam, dans le fond, 14-15 ans, là, c'est vraiment là que je me suis ouvert les yeux, que j'avais quelque chose quand même de spécial. Puis, c'est tout de là que ça va vraiment partir. Ouais. C'est-tu là que tu commences à penser que tu pourrais peut-être faire ça dans la vie? Peut-être pas au point de la Ligue nationale, mais junior, tu commences à y penser. Tu dis, peut-être que j'ai une belle carrière junior. Puis là, ben, par la suite, tu gravis les échelons, puis les choses tombent en place. Mais c'est sûr, comme tous les petits culs, j'espérais jouer dans la Ligue nationale un jour, mais je pensais pas qu'à 14-15 ans, ça serait possible. C'est quand que tu as compris que tu avais une chance de jouer pour vrai dans la Ligue nationale? Je te dirais, mon année de repêchage, à 17 ans, à Halifax, ça avait vraiment bien été. Ouais. Puis, j'avais fait les moins 18 ans aussi en début de saison, donc avec Équipe Canada. Donc, c'est vraiment là que j'ai vraiment commencé à penser au rêve. Quand tu as fini le junior, tu t'es tout de suite fait rappeler dans la Ligue américaine. Ouais. Puis, est-ce que c'est quoi? Parce que je me demande tout le temps, pour ceux qui ne jouent pas, le niveau, la différence entre la Ligue junior et la Ligue américaine. Et la différence entre la Ligue américaine et la Ligue nationale, il est où le plus gros gap? C'est quoi les différences et à quel point c'est difficile de s'adapter? C'est énorme parce que cette année-là, c'était l'année du lockout en Ligue nationale. Donc, il y avait tous les joueurs les meilleurs joueurs qui avaient joué 1 an ou 2 ans dans la Ligue nationale qui jouaient dans la Ligue américaine. Moi, je suis monté à Philadelphie. Les 2 gars qui ont fini premier puis deuxième dans les statistiques dans les playoffs, c'était 2 gars juniors aussi. C'était Mike Richards puis Jeff Carter. Puis, il y avait des gars comme Braden Coburn. Après ça, il y avait Yoni Pitkanen, Patrick Sharp. Tu regardes l'alignement, c'est ridicule. Il y a beaucoup de coupes cette année dans les noms que tu viens de dire. Vraiment. Puis moi, je suis arrivé là-bas. Puis c'est sûr que le hockey, tout est plus rapide. Les gars sont plus matures physiquement et tout. Mais je suis arrivé là-bas. Il était en demi-finale à Providence. Puis je sais pas si c'est parce que les gars, justement, avaient passé des années dans la Ligue nationale, mais les gars, ils faisaient le party énormément, puis ça m'avait vraiment... je capotais, voyons donc, les gars, ils jouent, puis le lendemain, puis la veille, ils sont dans les restaurants, ils sont dans les bars jusqu'à minuit, 1h du matin. Mais je pense que c'était vraiment juste exceptionnel cette année-là, parce que justement, il y avait des gars... C'était trop facile pour eux. Ouais, c'était trop facile. Il y avait le gardien de but, un Finlandais, Antero Netimaki, il a gardé les buts pour Flyers. Mm-hmm. Puis il y a un soir, je l'ai vu... Vraiment, il a pris, je sais pas combien de bières il a pris, combien de shooters il a pris, mais il était plus là. Puis le lendemain, il a gaulé. Puis il a eu la première étoile. Puis après la game, il a dit, je voyais 2 rondelles sur la glace, bien des fois. Moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Je disais, c'est ça, le hockey professionnel, ça n'a pas de bon sens. Mais je pense que c'était juste exceptionnel cette année-là à cause du Quand tu es arrivé dans la Ligue nationale, c'était encore comme ça? Non, vraiment, dans la Ligue nationale, c'est un autre game parce que les gars, je veux dire, c'est tellement compétitif, les gars veulent garder leur job. Puis c'est sûr qu'il y en a quelques-uns qui ont des contrats de 8 ans, puis c'est un peu plus facile à gérer, mais pas ils sortent pas à ce point-là. Ça, cette fois-là, quand ils t'ont rappelé, non seulement c'était trop facile, mais vous avez gagné, je pense, cette année-là. Oui, on a fini par gagner, puis... la Coupe Calder. Oui, la Coupe Calder, puis c'est une expérience... écœurante. On a joué justement dans l'amphithéâtre des Flyers parce qu'il y avait le lockout, c'était plein. Il y avait 20 000 personnes à chaque match. Puis moi, j'ai joué 2 matchs en finale parce que Randy Jones, défenseur, s'était blessé, s'était cassé la mâchoire. Donc, justement, tu parlais de party. Mike Richards, le party, c'était un petit peu ça qui a fini sa carrière. Ça a commencé. C'est ça. Mais lui, il joue plus dans la Ligue nationale maintenant? Non. Je pense qu'il a joué l'année passée ou il y a 2 ans à Washington, quelque chose comme ça. Mais non. Mais à Philadelphie, il y avait une couple de gars, c'était reconnu que c'était une équipe pour faire le party.
Mais lui, je veux dire, on tombe dans un problème d'alcool, puis dans un problème, c'est des problèmes personnels comme un peu partout. Tout le monde en a dans quelques métiers, là, mais parce que c'est triste. Mais... Il avait échangé le même jour Jeff Carter puis Mike Richards, qui sont des joueurs que quand tu les échanges pas. Là, puis quand tu as vu ça, toi, tu devais penser à des choses que nous, on sait pas. Quand ils échangent des joueurs comme ça, tu fais, ben là, attends. Ouais, mais en même temps, ces deux-là sont allés puis ils ont gagné la Coupe aussi. Tout ça dans... C'est des bons joueurs de hockey, mais... Ouais, c'est ça. Ouais. Bon. Mais il était peut-être juste mal entouré à Philadelphie, justement. Cool. Fait que toi, dans le fond, quand tu es arrivé dans la Ligue américaine, j'ai été voir tes chiffres, tu avais des excellents chiffres. Tu faisais presque un demi-point par match à ta première année dans la Ligue américaine. Là, la coche entre la Ligue américaine et la Ligue nationale, est-tu plus grosse qu'entre le junior et la Ligue américaine ou beaucoup plus subtile? Pas tant. Je pense que si tu parles à bien des gars qui ont joué les deux ligues, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont te dire que c'est plus facile de jouer dans la Ligue nationale que dans la Ligue américaine. C'est plus facile? C'est plus facile à un certain point. Pour un défenseur, je pense, parce que pour un défenseur. Les gars sont tout le temps aux bonnes places. Ton joueur de centre en sortie de zone, tu le sais qu'il va être là. Tu peux quasiment faire la passe les yeux fermés. Tandis qu'en Ligue américaine, ben, tes troisième, quatrième trio, c'est un peu des gars. T'sais. Dans mon temps, en tout cas, c'était des gars qui brassaient, puis qui se battaient, puis qui savaient pas trop jouer au hockey. Tandis que dans la Ligue nationale, tes quatre lignes, ben, ils n'ont pas le choix d'être bons, n'ont pas le choix de produire. Puis moi, personnellement, je trouvais que c'était plus facile de jouer en haut. C'était plus encadré que jouer dans la Ligue américaine. Mais la vitesse, la vitesse, le talent, tout, c'est pas la même quand game. Sidney Crosby s'en vient contre toi, puis tes défenseurs, est-ce qu'il n'y a pas une coche entre dans la Ligue américaine? Ça ça c'est clair. C'est clair que des gars comme ça, il n'y en a pas dans la Ligue américaine. C'est sûr que c'est une ligue de développement, mais reste que... Je vais rester sur mon point, c'est plus facile quand même de jouer à la Ligue nationale parce que tout est plus encadré. Toi, est-ce que tu sentais que tu devais te battre des fois? À Philadelphie, je veux dire, c'est une ville, c'est une équipe qui est reconnue pour être tough. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui m'a donné ma première chance à me faire rappeler parce que le GM des Phantoms dans le temps de la Ligue du Club École, c'est Paul Holmgren qui est devenu le GM des Flyers. Puis Paul Holmgren, c'est un gars qui jouait la game rough quand il jouait. Puis il y avait Bobby Clark qui était dans les parages. C'était des gars qui jouent la game assez rough. Puis je me rappelle une game, on jouait à Philadelphie. J'ai fait une passe suicide à un de mon joueur de centre. Puis il s'est fait déconnecter en plein centre de glace. Puis j'ai senti le besoin de vraiment aller le défendre. Mais c'était contre un tough de l'autre équipe. Puis finalement, je me suis fait frapper. Je suis tombé à terre. Puis je me suis relevé. Puis j'ai continué à me battre. Puis après la game, Paul Holmgren est venu me voir dans la chambre. Puis il m'a donné la main. C'est des choses... Il a pas rien dit parce qu'il parle pas trop, mais c'est des choses qu'il a peu faites. Puis, je pense une semaine plus tard, je me faisais rappeler dans la Ligue nationale. Voulais-tu dire que tu t'étais fait knock-out? Ouais, ben pas knock-out, mais tu sais, j'en ai reçu une bonne, je suis tombé à genoux, je me suis relevé, j'ai continué à me battre. Est-ce qu'aujourd'hui, t'es comme moi? C'est sûr que j'avais une commotion là-dessus. Non, j'avais pas une commotion, mais c'est quelque chose qui juste... Tu sais, resté surpris. Là. Je suis pas un gars qui s'est battu énormément non plus. J'ai pas tant de technique. Fait que, ça se peut-tu que tu t'es déjà battu contre Sean Avery? Ouais, à Montréal, ouais. Est-ce que ça, c'est plus émotionnel? Ouais, c'est plus francophone contre rednecks, on peut dire, je sais pas. Tu sentais... Pour moi, ça veut dire que tu sentais qu'il aimait moins les francophones. Ça, c'était vrai? Ben, je sais pas. Là, je pense que... Il était gossant pour vrai, ça, je veux dire. Ouais, lui, je pense que... Il n'y a pas trop de filtres, là, fait que... Un peu, tu le faisais pour toi. Non, je me rappelle juste que... Je pense qu'Harry avait arrêté la puck, puis... Après ça, il m'a poussé, je suis tombé à terre, puis il essayait de me mettre ses doigts dans mes yeux. Puis là, j'étais comme, voyons, ça a juste parti de rien. Puis après ça, on s'est relevé, puis juste... Ouais. Parce qu'il est connu pour jamais vouloir... Tu sais, il est connu pour parler beaucoup, mais il a peur de jeter les gants, puis... C'est quoi, pour qu'il jette les gants contre toi, il se dirait, dans le fond, j'ai une chance, ou c'est quoi, ça? Non, je sais pas, j'ai aucune idée, mais il était vraiment en bonne position. J'étais couché à terre, il était par-dessus moi, puis mais j'ai réussi à me sortir à la Georges Saint-Pierre, puis me relever quasiment, ouais. Fait que là, tu t'es promené, t'as été à Philadelphie, ce qui m'amène au point suivant, t'as joué avec Peter Forsberg. Ouais. J'ai vraiment rien à rajouter, mais je voulais vraiment parler. Ouais, vraiment. Ben, je pense qu'on est pas mal de la même génération. Ouais, je dis ça des fois des gars de 14-15 ans aujourd'hui, puis c'est qui? Ouais, c'est ça. Mais ouais, moi, c'est le joueur avec le plus de talent avec qui j'ai joué. Puis c'est un gentleman, vraiment. Là. Je veux dire, mon frère qui est là, il était venu me voir à Philadelphie et a donné un bâton signé.
Martin Hull, un gardien de but. J'ai joué avec Junior au Cap-Breton, puis il était mon coloc à Philadelphie. Les deux ont joué ensemble dans la Ligue américaine. Puis Martin était blessé, puis Peter il était blessé. Puis la manière que ça fonctionne à Philadelphie, les deux équipes étaient là, le Club École puis les Flyers, dans la même aréna de pratique, il y a 2 glaces. Puis finalement, ça a donné que Peter, il revenait au jeu, fait qu'il lançait sur Martin. Les deux étaient tout seuls sur la glace. Puis moi, je regardais ça aller. Puis, tu sais, Martin, il disait, ouais, c'est cœur, il faisait des lancers à une main du revers, top corner, des affaires de même. Mais, tu sais, au-delà du joueur, le joueur est écœurant, c'est une bonne personne, puis c'est souvent ça qui fait la différence dans le monde du hockey. T'es allé à Philadelphie, t'es resté un certain temps à Philadelphie, pour ça, t'es été échangé, mais c'est à Philadelphie que t'as rencontré ta blonde. Ouais. Mais 2 Québécois qui se rencontrent. T'as des bonnes infos. Ouais, ben, j'ai pas le droit de dire, mais il y a des GoPros chez vous. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est ça, c'est quand même rare que 2 Québécois vont se rencontrer en Pennsylvanie. Ouais. En fait, c'est rare qu'il arrive des choses en Pennsylvanie. Non, mais c'est une blague, mais c'est que comment tu viens rencontrer dans le fond Drummondville, Victoriaville? Drummondville à Philadelphie. Dans le fond, ma femme, elle a pris une année off de l'école pour être nanny pour Denis Gauthier, le défenseur qui est maintenant analyste à RDS. Et puis, Denis puis Stéphanie, sa femme, avait eu une nanny pendant 2 ans. Puis je pense que comme 1 ou 2 semaines avant que la saison commence, elle les a choqués. Fait que, et les Filipinos. Ouais. Fait que, il trouvait... Non, c'est une petite Québécoise. Fait que, il cherchait quelqu'un. Okay. Puis finalement, Marie, elle a pris une année d'off de l'école pour apprendre l'anglais. Puis, ça a commencé. Moi, je venais de sortir d'une relation avec ma blonde du junior, puis j'étais pas prêt. Puis finalement, coup de foudre, après ça. Puis c'est drôle parce que genre, je regardais ce que je disais à ta copine tantôt, je regardais les vieuses émissions de Nos Canadiens animées par Anne-Marie Wittenshaw en 2010. Puis c'est comme vous qui goûtiez à des gâteaux comme pour préparer votre mariage. Puis vous avez comme 2 enfants. Puis, ouais, ça va vite. Et là. C'est un message d'espoir que j'essaie d'envoyer aux gens. Je veux avancer parce qu'on a moins de temps que d'habitude. Puis beaucoup d'affaires à parcourir. Tu as été un petit peu à Tampa Bay. Tu as été coaché par John Tortorella, qui est plus connu pour donner des highlights de pétage de coche. Ouais. Y es-tu vraiment comme ça aussi, comme coach? Oui, vraiment. C'est un des premiers coachs qui te faisait peur? Pas qui faisait peur. Moi, je l'ai adoré parce que, je veux dire, lui, c'est noir ou blanc. Il n'y a pas de zone grise. Puis, c'est le premier coach que je voyais qui avait pas peur de caler ses joueurs étoiles. C'est Vincent Lecavalier, c'est Martin Saint-Louis. C'est d'habitude, les coachs à la Ligue nationale, ils veulent conserver leur poste. Donc, les gros joueurs, ils essaient de les mettre de leur côté. Puis lui, je me rappelle, on faisait une séance de vidéo, puis il a pété sa coche sur Vincent Lecavalier. Puis je disais, ouais, on peut pas faire ça. Puis c'était normal, tu sais. Les gars le respectent justement à cause de ça, puis ils ont gagné une Coupe Stanley avec lui là-bas. Est-ce que tu sens que les joueurs qui se faisaient ramasser, ils l'haïssaient ou non, ils trouvaient que ça allait chercher le meilleur? Ça non, ils l'haïssaient pas. Je savais juste que c'était sa manière de procéder. Puis... ça a marché. Ouais, il y avait beaucoup de respect justement parce qu'ils avaient gagné une Coupe Stanley ensemble. Donc, je pense qu'il était juste habitué à ça. Cool. T'as joué un petit peu à Ottawa. Ça a-tu rapport avec le fait que tu viens de Gatineau? Est-ce que t'as-tu demandé un échange dans la région? Ça n'a aucun rapport, non? Non, pas en tout. Okay. J'étais à Tampa. Je pense que je me suis fait échanger genre 5 jours avant que le camp d'entraînement commence. Puis je venais d'envoyer mon camion avec tout mon linge dans mon camion par bateau pour aller à Tampa. Puis je venais d'arriver à Tampa quand j'ai reçu l'appel que finalement je restais ici. Fait que je pense que j'ai emprunté l'habit à mon frère, l'habit de son bal de finissant pour 2-3 semaines jusqu'à temps que je récupère mon auto. Une chemise bleue, une cravate blanche. Ouais, exactement. Ceinture blanche. Ouais, c'est ça. Souliers les bonnes années. Puis t'es allé clubber. Non, OK, t'es venu à... Pour toi, jouer pour les Sénateurs, c'était... Jouer pour les Canadiens, c'était-tu plus hot que les Canadiens? C'était-tu ça ton équipe d'enfance? Non, Montréal, c'est vraiment mon équipe quand j'étais jeune. Les Sénateurs sont arrivés dans la région, j'étais quand même encore jeune. Mais non, Montréal, c'est vraiment mon club. Okay. Puis c'est drôle parce que Ottawa, c'est l'équipe avec laquelle j'ai joué le plus de matchs. Puis je pense, point de vue, les points, productivité, ça a bien été aussi. Ouais. Mais la deuxième année, le coach qui était en place, Corey Clouston, ça m'a vraiment tué. Puis on s'entendait pas vraiment, puis finalement je me suis fait échanger. Mais quand je regarde ça maintenant, je trouve ça vraiment plate parce que justement on traverse la rivière, on est là, puis j'aimais ça représenter aussi le côté francophone de l'organisation. Fait que je trouve ça plate, mais en tout cas. T'étais défenseur. Erik Karlsson, étais-tu déjà là à ce moment-là? Erik Karlsson, il commençait.
Ma deuxième année, il commençait. Là. Il venait de se faire repêcher. C'était sa première année. Puis il faisait la navette en Ligue américaine puis Ligue nationale. Il l'a pas fait longtemps, là, la navette. Là. Mais il commençait. Ouais, parce que là, en ce moment, les Sens sont en série. Puis il fait comme 2 points par game. Ah, il est incroyable. Quand tu vois un joueur de même qui arrive, qui est plus jeune que toi, mais qui a un espèce de potentiel puis un talent, comment tu l'analysais à ce moment-là? Là, que... Ben, c'est la même chose parce que je peux faire le parallèle parce que j'ai joué avec Piqué aussi sa première année à Montréal. Puis, tu sais, les deux, ils arrivent, ils sont un jeune défenseur. Il pense beaucoup à l'offensive, peu à la défensive. Ouais. Puis, les revirements, il y en a beaucoup. Donc, ils se soucient un peu moins de la game défensive. Les deux étaient pareils de ce côté-là. Mais Karlsson, on avait joué l'année d'avant, avec Ottawa, on avait commencé la saison en Europe, en Suède, contre les Penguins de Pittsburgh, puis on avait joué une game hors concours contre son club, contre lui, puis il jouait là. Puis il était encore moins gros qu'il est en ce moment. Je pense qu'il était peut-être 145 livres, 150 livres. Puis il avait gelé Chris Neal en plein milieu de la glace. Fait que c'était vraiment... il a vraiment fait un statement là, il a dit « Wow, OK. » Je suis prêt. Ouais. Puis il y avait un bon slap shot pour un gars sa grosseur. Fait que, tu sais, vraiment, il a ouvert les yeux à bien les gars. Puis l'année d'après, quand il s'est présenté au camp, puis ces joueurs-là spéciaux, tu sais, ils ont tout un petit, pas un côté cockiness, là, je te dirais, mais une confiance extrême. Puis, lui, il l'avait, tu sais, même s'il était jeune, tout ça. Fait que tu voyais qu'il allait devenir un bon joueur. Un bon joueur. Tu as eu la chance après ça d'aller jouer avec le Canadien, mais ça, c'était ta décision parce que là, tu étais agent libre. C'était la première fois que tu décidais. Même s'il te donnait un contrat à 2 volets, tu as quand même décidé. Ben, j'ai refusé un contrat one-way pour aller. Pour aller jouer. C'était où le contrat one-way? Ben, j'avais fini la saison en Caroline, puis eux, ils m'offraient un contrat one-way. Puis j'avais refusé ça pour aller jouer avec le Canadien. Avec aucune assurance. Aucune assurance, mais je veux dire, des chances comme ça, il n'y en a pas 1000. Ouais. Puis, dans ce temps-là, Markov avait passé l'été, il s'était fait opérer au genou. Donc, je savais qu'il y avait au moins une place de libre. Puis, il y avait Ryan O'Byrne que j'ai réussi à tasser au camp d'entraînement. Donc, on le salue d'ailleurs. Je pense. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Je croyais en mes chances. Ouais. Ouais, tant que tu ne marques pas dans ton propre but. Ouais, non, mais. Il a encore sur le camp. Il joue plus. Non, c'est vrai. C'était une course perdue. Ben, il joue même plus, je hockey. En fait, je pense qu'il a pris sa retraite. Ouais, il a juste pris, il a juste eu son bac de Cornell. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas grave. Ouais, mais toi, tu joues encore au hockey. T'as gagné, Alexandre. Après ça, tu t'es ramassé avec les Pingouins. Mais ça faisait 3-4 ans à ce moment-là que tu jouais dans la nationale temps plein. Fait que là, tu comme, c'est quand même hot. Là, tu te dis, bon, je suis rendu. Puis avec les Pingouins, whoop, tu te fais renvoyer dans la Ligue américaine après 4-5 ans. Est-ce que c'est quoi un peu le psychologiquement quand tu es rendu là? Ouais, c'était tough. C'était tough parce que après l'été à Montréal, ben je commençais à recevoir des offres pour aller en Europe. Puis je me sentais pas prêt à 100% d'y aller. Fait que je me suis dit, je vais rester ici. Puis ma femme est enceinte de notre premier aussi. Fait que on va vivre ça ici. Ça va être plus facile. Puis je fallait choisir entre Pittsburgh et Chicago. Puis c'est Marc Bergevin qui était à Chicago avec qui j'avais parlé. Okay. Puis finalement, j'avais choisi Pittsburgh. Puis ça a quand même... J'ai joué plus de matchs que je m'attendais à jouer avec Pittsburgh. Je pense que j'en ai joué 17-18 dans ce coin-là. Mais c'est vraiment là que le déclic s'est fait, par exemple, pour aller en Europe. Parce que je me rappelle, c'était 5 heures de route entre Pittsburgh et Wilkes-Barre, le club école. Ouais. Et puis... ça faisait 2-3 semaines que j'étais en haut. Puis là, je me suis fait redescendre. Fait que ma femme et moi, on redescend en voiture, les deux, chacun dans notre voiture à Wilkes-Barre. On arrive, on n'a plus rien dans le frigo, plus rien dans l'appart. Fait qu'on s'en va à l'épicerie direct. Puis, je me rappelle, on a le panier rempli complètement. Puis là, je reçois un coup de téléphone. Ouais, Chris Letang est malade. Tu prends l'avion dans 2 heures, tu viens nous rejoindre à Ottawa. J'étais même pas content d'être rappelé. Fait que c'est là que le déclic s'est fait. Je pense que parce que c'est fini. Le reste de la vie est trop gossant au niveau de la logistique. Je veux dire, ça a l'air stupide pour le monde qui m'écoute. Il veut pas jouer dans les dis-le! Non, mais c'était rendu un point. C'est ça. Ma femme est enceinte. Tu veux une stabilité. Puis j'avais déjà joué en Ligue nationale aussi. Puis le yo-yo. Puis l'incertitude aussi de... Tu sais pas, chaque jour, tu peux te faire descendre. Puis, fait que, ouais. C'est quoi parce que plusieurs joueurs le vivent, la démarche où tu décides que tu t'en vas en Europe. Tu sais, ton rêve, c'est jouer dans la Ligue nationale. Ça fait 20 ans que tu travailles là-dessus à temps plein. Puis là, parce que des offres, dès que tu es professionnel, tu vas en avoir constamment de toutes sortes de ligues. C'est quand que tu fais comme, est-ce que quand tu pars en Europe,
Ou si c'est pas c'est un non-retour, mais tu dis un peu, tu fermes la porte un peu à la Ligue nationale? Ouais, ben moi, dans mon cas, quand je suis parti pour l'Europe, c'était pas un tremplin pour revenir. Là, il y a beaucoup de gars qui font ça maintenant. Moi, je suis vraiment à la porte. Mais je pense que ça accorde avec les offres que tu reçois. Puis tu es capable de t'auto-évaluer aussi puis de dire, OK, dans les nationales, si je joue, ça va être me faire rappeler. Je vais peut-être jouer 5-6 games par année dans les nationales. Fait que, je pense quand tu as une famille, tu recherches vraiment la stabilité. Puis je pense que c'est juste ça qui nous a poussé à partir en Europe. Qu'est-ce que tu sentais qui manquait pour que tu restes avec une équipe de Ligue nationale à temps plein? C'est dur à dire parce que je pense que j'ai toujours été étiqueté comme un gars, tu sais, mettons, un joueur, un défenseur 5, 6 ou 7, tu sais. C'est vraiment dur de percer le top 4 dans la Ligue nationale, un défenseur. Là. Puis, tu sais, à chaque année, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, il y a un cycle qui arrive. Puis, je pense qu'il faut vraiment que tu sois constant puis productif. Fait que, je pense peut-être la constance un peu vers la fin. Mais je pense vraiment que j'ai été victime du cycle ou peu importe. Tu arrives, t'as 26 ans, puis maintenant la Ligue s'est rajeunie, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. Fait que je pense que c'est juste par rapport à ça. Puis tu as décidé de partir vers l'Europe, c'est dans quelle ligue, quel pays tu as décidé d'aller? La première place qu'on a faite, c'est à Prague. Ils venaient d'avoir une équipe dans KHL. OK. Ouais. Donc, c'est Prague, mais dans une ligue russe. C'est ça, dans une ligue russe. Puis la ville était écœurante, mais côté hockey, c'était la première année que l'organisation existait, fait que c'était un peu tout croche. Puis, dans quel sens? Ben, je veux dire, tout. L'aréna. T'arrives à la République tchèque, c'est comme, OK, arrange-toi, trouve-toi un appart. T'es on your own. T'étais plus dans la Ligue nationale. Ouais, vraiment, là. Puis, je veux dire, juste les vols d'avion, jouer en Russie, en KHL, tout ça, tu te promènes. Ouais, c'était interminable. Puis finalement, j'ai joué 11 games cette année-là parce que je me suis déchiré l'épaule. Ça, c'est vraiment une bonne histoire. Si on a le temps, puis je peux raconter. Je me suis déchiré tous les ligaments dans l'épaule gauche. Je me fais opérer là-bas, à Olomouc, qui est comme à 2 heures de la République tchèque. Ouais. J'arrive à l'hôpital, puis moi, je pense que c'est comme ici, tu sais, que t'as un petit repas fourni et tout. Fait que j'arrive là, ils me mettent dans une chambre. Je suis supposé me faire opérer le soir. Finalement, je passe pas. Ils me mettent dans une chambre avec 7-8 gars, des Tchèques. Puis là, personne ne se parle. Puis là, je vois que tout le monde mange leur lunch. Là, je suis comme, t'es sérieux? Il fallait jamais de mon lunch. Tout. Fait que là, un moment donné, je demande à l'infirmière, je dis, as-tu un souper, quelque chose? Personne ne parlait pas trop anglais. Fait que là, la madame, elle m'amène 2 tranches de pain. Avec 2 sachets, puis c'est comme du ballonné en sachet. Ben, tu sais, j'étais en République tchèque. Là, fait que, du ballonné en sachet? Ouais, genre. Fait que, Fait que là, j'étais comme, OK. Puis là, c'est comme des Doritos en poudre, ça existe pas? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Fait que j'ai demandé dans la chambre, j'ai dit, y a-tu quelqu'un qui parle anglais? Il y avait 7 autres gars. Puis là, finalement, il y en a un. Moi, je parle anglais. Fait que là, je dis, je peux-tu commander de la pizza, tu sais? Puis tu peux-tu appeler pour moi? Puis aller la chercher? Puis là, il dit, ouais, c'est bon. Puis à République tchèque, il faut que le monde sache, ça coûte des pinottes, là. Le coût de la vie, tout. Ouais. Fait que il dit, qu'est-ce que tu veux? Là, je dis, je veux 30 pizzas. Il dit 30? Il dit, ouais, 30 pizzas. Parce qu'il y avait comme un couloir interminable. Il y avait à peu près 60 personnes qui attendaient pour se faire opérer. Fait que finalement, le bonhomme commande, il va y chercher pour moi, puis tout. Puis là, je me promène de chambre en chambre comme un bon samaritain avec mes pizzas pour donner son monde. C'est pas vrai qu'ils vont manger du ballonné ou leur lunch. Fait que là... en même temps, ça t'a juste coûté 5$. Ouais, vraiment. Je pense, sérieusement, que ça m'a coûté genre 25$. Ben voyons. Canadien, vraiment. Fait que, puis là, finalement, il m'en restait. Puis là, les infirmières, ils venaient faire leur tour pour commander la pizza. Puis là, ils m'appelaient Monsieur Canada. Fait que là, j'étais comme, non, allez-vous-en, vous autres, vous allez m'amener des toasts au ballonné. Non, allez-vous-en. Puis, fait cocasse, Ricardo jouait à la TV en République tchèque. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais... Ça, c'est exactement le genre d'affaire que je veux que tu me dises. C'est exactement ça. Ouais, j'étais comme, wow, j'étais à Olomouc, j'attends de me faire opérer, puis il y a Ricardo qui joue à la TV. Puis le monde commence à puis le monde regarde ça, là. Parce que... Comment faire un renversé aux framboises. Vraiment. Ok, c'est comme ça. La crème avant, c'est ça, je pense. C'est-tu comme sous-titré en sous-titré? Ouais, c'était traduit. Voice-over? C'était traduit voice-over en République tchèque. Fait que Ricardo, puis par-dessus, c'était genre... C'était vraiment drôle. Wow. Fait que là, c'est ça. Fait que le lendemain, je me fais opérer, puis il me descend, c'est au sous-sol, puis... mon père, moi, travaille à l'hôpital ici, fait que c'est sa job dans le bloc opératoire de nettoyer la salle, de nettoyer l'équipement et tout, puis tout désinfecter. Puis il m'amène, il me roule à côté d'un gars qui est en train de se faire opérer. Juste il n'y a rien de, tu sais, c'est pas désinfecté, rien. Puis
Puis là, il me change de table, puis je me couche sur une table, sérieux, ça me fait... c'est d'omoplate à omoplate, la largeur de la table. Puis là, il mettant les bras à la Jésus, puis il m'attache. Puis là, dans ma tête, je me fais... je suis rendu où, là? Dans ma carrière, que je me fais opérer à République tchèque, personne parle anglais. Puis là, il y a le gars qui va pour m'endormir, puis je suis couché, puis il fait juste me passer l'aiguille en avant de la face et on va t'endormir, tu sais. Je me réveillerai pas. Mais en tout cas, ça a bien été, c'est une des bonnes, ça tient, mais ça fait pour une belle histoire. On dirait un film d'horreur, ça. Ouais. Donc là, ça, c'était en Russie. Tu sais, la KHL, ils en ont beaucoup parlé. Là, c'est comme, il y a eu l'accident d'avion qui s'est écrasé. C'est un peu épeurant, là, cette affaire. Je veux dire, tu te sentais-tu en sécurité? Nous autres, on était corrects parce qu'on voyageait avec Czech Airways, comme l'équivalent d'Air Canada, mettons. Pour ça, c'était correct, mais tu sais, c'était... Ouais, je veux dire, je parle à des gars qui gèrent ici, je veux dire, c'est des erreurs, c'est des histoires d'horreur après histoires d'horreur. Moi, j'ai des gens qui ont joué dans la KHL m'ont dit qu'ils étaient payés dans des sacs en papier brun. Ouais. Est-ce que tu étais payé dans des sacs en papier brun? Non, moi, c'était bien sérieux, puis justement, quand je me suis fait opérer, ils m'ont laissé revenir chez nous 2 semaines. Puis moi, j'étais fini pour l'année, fait qu'il fallait qu'ils me payent pour le reste de l'année. Ils te payaient quand même ton contrat, c'est ça? Mais eux autres, ils voulaient justement que je m'en aille. Ouais. Fait que 2 jours avant que je m'en retourne en République tchèque, ils m'ont appelé, ils m'ont dit on te donne 50% de ton salaire pour le reste de l'année, puis tu peux rester chez vous. Puis je suis comme, faut que j'aille chercher mes choses dans mon appart de toute façon. Fait que non, je vais rester jusqu'à la fin de l'année. Puis quand je suis retourné en République tchèque, ils m'ont pas donné de soins, pas de physio, aucunement. Il y avait dit au physiothérapeute de l'équipe, il touche pas, puis juste pour me faire chier. Il est un peu gossant. Ouais. Fait que Noël s'en venait, c'était comme le 15 décembre, fait qu'on a dit, je suis allé voir, j'ai dit, donnez-moi 60%, puis je m'en vais. Fait que... Puis j'ai été surpris, j'ai eu mon argent comme 3 jours plus tard. J'étais comme, il va falloir que j'engage des avocats. Ouais, c'est ça. J'ai été surpris. Ouais. Wow. J'ai entendu des histoires de gens qui se faisaient payer dans un sac en papier brun, mais tu sais, un demi-million dans... Ouais. J'ai des chums qui ont joué là. J'ai Martin Grenier, un tough qui a joué avec moi à Philadelphie. Ouais. C'est un monstre, puis il a joué là. Puis lui, les gars, il y avait 2 gars plus gros que lui. C'est dur. Il est 6 pieds 6, 250 livres. 2 gars plus gros que lui qui venaient porter... C'était tout timé. Il venait porter son argent dans des sacs en papier brun à son appart 15 minutes avant qu'il parte pour la pratique. Puis l'équipe a les clés de l'appart. Fait qu'il y avait 2 options, les gars. Soit qu'ils cachaient leur argent bien comme il faut dans leur appart. Genre des places niaiseuses comme prendre une boîte de céréales, lever le sac, mettre de l'argent en dessous du sac. Puis des affaires de même. Ou amener l'argent avec toi à l'aréna, mettait ça dans les ziplocs, puis ils se tapaient ça sur eux autres, pratiquer avec l'argent, puis après ça, après la pratique, ils vont déposer l'argent à la banque. Ben oui, comme tout le monde. Ben ouais, c'est ça. Jesus. Tu bien de faire payer à chaque 2 semaines? Comme un comptable, comme un avocat. Hein? Je vois pas qu'est-ce qu'il y a là. Wow, quand même assez incroyable. Je pense que tu marches quand même assez vite à la banque quand tu as un demi-million. Ouais, puis c'est des banques russes aussi. Ouais, fait c'est que ça. Déjà là, c'est pas déjà encore. Croche, ouais, c'est ça. Tu t'en tires pas. T'as joué dans KHL avec un gars qui s'appelle Marcel Ossa. Ouais. C'est le frère de Marianne. Ouais. C'est un choix du Canadien. Qu'est-ce qui arrive avec Marcel? Ça n'a pas tant rapport, mais... J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Ouais, c'est ça. Sérieux. On va passer à un autre sujet. Ouais, c'est pas... parce que la Russie, tu sais, c'est sketch pour toi, mais pour ta blonde, t'as des enfants, côté hors glace, c'est-tu le fun, la Prague? La Prague, c'est écœurant. C'est une des plus belles villes qu'on a faites, vraiment. On s'est pas ennuyé là, vraiment. Il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Après la République tchèque, tu as fait d'autres ligues. Elle a fait République tchèque, mais Ligue russe. J'ai fait l'Autriche après. Tu t'es dirigé où après? J'ai fait l'Autriche après. Puis là, justement, je m'étais fait opérer à l'épaule. Puis j'avais recommencé à m'entraîner après Noël ici. Puis je me suis fait une hernie sportive. Je me suis fait opérer pour ça aussi. Fait que ça regardait pas trop bien pour avoir un contrat l'année d'après. Puis un des coachs qui vient de la région ici, Mario Richer, qui m'a coaché Midget 3A, qui coachait en Autriche. Fait que finalement, j'étais allé jouer pour lui. Puis ça a quand même... Ça a bien été, là. L'organisation puis la Ligue, c'est un peu... Mais tu sais, il y a comme une hiérarchie de Ligue en Europe. Ouais, là, tu passes de la KHL. Là, tu es allé dans la Ligue en Autriche. Ouais. Mais là, t'étais-tu comme, là, c'est parce que c'est un gros step down? Ouais, mais en même temps, quand tu te fais opérer à 2 places différentes en 3 mois, t'as comme pas vraiment... Le monde, ils viennent pas cogner chez vous pour te donner des offres de contrat non plus. Fait que moi, c'était juste de remettre... d'un, je pensais que ça allait être peut-être ma dernière année de hockey. Là, tu sais, je veux dire, rendu là... tu sais juste pas tu sais juste pas ce qu'il va arriver. Puis aussi, je connaissais pas tant l'Autriche. Tu sais, je pensais que c'était un peu plus fort que ça. Puis
L'organisation, je pensais que c'était un peu mieux que ça aussi. Ouais. Mais finalement, c'était tout croche. Mais ça a quand même bien été pour moi. Puis c'est ça, l'année d'après, à cause que j'avais joué là, j'ai pas eu beaucoup d'offres. Okay. Parce que le monde pensait, bon, il est fini, il a joué en Autriche. Fait que j'ai décidé d'attendre vraiment la bonne offre. Fait que je pense que j'ai signé en Allemagne, il était peut-être fin novembre, quelque chose comme ça. En Autriche, vous étiez un vrai petit fan club québécois. Il y avait Olivier Latendresse. Ouais, en ayant Mario Richer comme coach, c'était ça. vraiment. Je pense qu'on était eu 7 ou 8 Québécois. Ouais. Ça parlait français dans la chambre. Ouais. Ah ouais, carrément. Ouais. Est-ce que vous avez gagné cette année-là? Non, on n'avait pas gagné, mais c'est une des années quand même qu'on a eu le plus de fun justement à cause. C'est rare que tu aies beaucoup de Québécois dans une même équipe en Europe. Là, d'habitude, on est un. Si t'es chanceux, on était deux. Là. Fait que c'est le fun de parler français. Mais là, on était vraiment beaucoup. Et après ça, même si tu as 200, je sais pas combien de games dans la Ligue nationale, tu as trouvé un contrat, c'est quand même difficile. Puis là, tu passes à l'Allemagne, mais l'Allemagne, ça, c'est une coche plus haut, je pense. C'est quand même une bonne ligue, non? Ouais, c'est plus haut que l'Autriche. Puis c'est ça, comme j'ai dit, j'ai attendu au mois de novembre, j'ai signé qu'un bon club. Finalement, on a perdu en finale cette année-là avec ce club-là. Fait que, puis justement, j'ai signé en Suisse après ça pour 2 ans. Tu sais, comme. Mais là, c'est ça, la Suisse, là, c'est le top. Ouais, c'est ça. Fait que vraiment, d'essayer de partir de l'Autriche, de l'Allemagne, puis après ça, d'aller en Suisse, c'est quand même remarquable, pour être honnête, puis ça me surprend un peu. Puis, tu sais, en Suisse, je pensais que j'allais être là 1 an, puis, mais tu sais, j'ai bien fait qu'ils m'ont signé une autre année, fait que. Ah, vraiment, je m'attendais vraiment pas. Parce que là, c'est le top, la Suisse. Il n'y a pas d'affaire de ne pas payer. Là, non. La Suisse sont assez professionnels là-dessus. Puis c'est ça, nous autres, en étant francophones, moi, j'étais à Fribourg, dans une ville francophone. Mon plus vieux allait à l'école en français. C'était comme le scénario idéal, on ne pouvait pas demander mieux. Là. Puis, si tu avais à comparer Autriche, Allemagne, Prague, Suisse, au niveau de la qualité de vie avec ta famille. Suisse, Suisse, là, je veux dire, j'étais chez nous à chaque soir, même si je jouais sur la route. Le voyage, le trajet le plus loin, c'était 3h15 d'autobus. Ouais. Puis, si tu fais la Suisse bord en voiture, c'est 3h30. Là, ouais. Fait que, j'ai un ami qui est suisse, puis j'avais dit, je l'ai appelé, je disais, j'ai fait un rêve qu'on faisait un road trip à Fribourg. Il m'a dit, 45 minutes. Ouais. Mais les autres sont ridicules. Ils sont tellement pas habitués de faire de la route. Ils font 1 heure de voiture, puis ils s'arrêtent, genre, un petit stop, prendre un sandwich puis un café, parce qu'ils disent, on va s'endormir au volant. Je suis comme, voyons. Tu seras pas à Bécomo. Non, vraiment pas. C'est ça. Bon, bref. La Suisse, là, t'es comme rendu, tu as joué 2 ans, puis là, dans le fond, tu t'es réengagé pour l'année prochaine. Dans quelle ligue? Là, j'ai signé avant-hier en Allemagne, à Düsseldorf. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est que tu aurais voulu rester en Suisse, mais ils t'offrent pas compte? Comment ça fonctionne? Oui, vraiment. Ben, je pense que, tous les joueurs de hockey veulent aller... S'ils sont pas capables d'aller en KHL, ou tu veux pas aller en KHL parce que tu veux pas passer à travers le trou, la Suisse, c'est comme la destination idéale, là, vraiment. Là. Je veux dire, les montagnes, la qualité de vie familiale, tout, tu peux pas demander mieux. Mm-hmm. L'argent est bon aussi. Fait que c'est sûr que moi, j'aurais aimé ça rester en Suisse, mais tu as une limite de 4 étrangers par équipe aussi. Fait que la compétition est assez élevée. Ouais. Fait que, en Allemagne, il y a de 9 étrangers. Fait que, après ça, c'est d'évaluer les options. Hein. T'as-tu encore le même agent que quand tu étais dans la Ligue nationale ou c'est un agent différent? Non, vraiment. Moi, j'étais avec Pat Brisson dans la Ligue nationale. Okay. Puis, Pat, il est trop big shot pour s'occuper de l'Europe. Il ne fait pas l'Autriche. Il signe pas des contrats en Autriche. Non, il prend pas son 5% de ta commission en Autriche. Est-ce que lui, il te réfère à d'autres? Y a-tu comme des gens qui travaillent pour lui en Europe? Au début, oui, mais tu sais, là, j'ai changé depuis. Puis j'étais avec un gars que, justement, son père... son père, je pense qu'il a 70, puis c'est lui qui a parti la business, les mécanes, c'est des Anglos de Montréal. Puis son père, il faisait les trajets avec les maps dans le temps. Il se promenait en Allemagne, puis en Suisse, pas de GPS, puis il allait voir les clubs. Mais le fils a comme repris ça, puis c'est lui qui me représente. Comment ça finit ta relation avec ton agent quand lui, il te prend quand t'es jeune, puis là, il t'amène, puis là, t'es dans la Ligue nationale, puis quand... Ben là, t'es comme plus assez hot, entre guillemets, pas plus assez hot, mais est-ce que c'est comme comment ça se passe? Ouais, je veux dire, je pense que lui, tu sais, Pat Brisson, je veux dire, c'est un des plus gros joueurs là, dans le business des agents. Que, lui, il va s'arriver. Je veux dire, il doit en voir à chaque jour aussi. Fait que, à un moment donné, quand lui, je veux dire, c'est une business aussi. Quand l'argent rentre plus, mais c'est pas un bris de contrat, c'est rien. C'est juste que les choses arrivent. Il n'y a pas de malaise. Il n'y a pas de malaise, vraiment pas, non. Je veux dire, comme joueur aussi, tu sais à quoi t'en tenir. Absolument. Tu as joué, on est passé dessus un peu plus vite, mais tu as joué avec Sidney Crosby quand même. Ouais. Développe.
Non, c'est pas vrai, mais je veux dire, tu as quand même eu la chance de jouer avec les gars qui existent une fois par 20 ans. Ouais, ben Sydney, en plus, nous autres, on avait joué junior, justement, à Halifax, on avait perdu en finale contre lui. Puis, on a toujours joué contre lui junior. Puis, justement, on avait le même agent. J'ai passé un été avec. Pat Brisson nous amenait à Los Angeles pour 2 semaines pour s'entraîner, puis lui était là. Puis moi, en étant à Halifax, ma première année, il avait 14 ans, puis j'allais le voir jouer, mais de 3 à 14 ans, il faisait comme 10 points par game. C'était ridicule. Fait que, puis quand j'ai joué avec à Pittsburgh, c'était l'année qu'il y avait eu une grosse commotion. Ouais. Fait que je pense que j'ai joué juste 1 ou 2 games avec, mais je le voyais dans les entraînements quand il poussait pour revenir au jeu, puis les choses qu'il faisait à l'entraînement, c'est un peu à la Peter Forsberg. C'est des choses qu'il n'y a pas personne d'autre qui sont capables de faire. Il faisait des affaires, mettons, il débarquait de la glace, puis moi, j'essayais de les faire, puis non, ça marche pas. Tu étais content que personne ne regardait. C'est ça. Fait que non. Puis ça, c'est quand il y avait une commotion. Ouais. Ça, c'était un peu un moment un peu bizarre, ça, parce que tout le monde se demandait s'il allait revenir ever normal, tu sais, avec... est-ce qu'il était moins... tu sais, comment il gérait ça? Est-ce que ça se sentait que... lui, il devait être un peu stressé, puis il y avait une certaine... de faire shit, là, juste à un moment donné, des commotions, tu peux pas en avoir 28. Là. Ouais. Est-ce que tu sentais qu'il était un peu... Je sais pas... d'un, il voulait vraiment prendre son temps, là, parce que c'était pas la première, comme tu dis. OK, donc il essayait pas de revenir le plus vite possible. Non, vraiment. Puis, tu sais, à Pittsburgh, je veux dire, ils sont tellement profonds, tu sais, dans l'alignement avec Malkin, ces gars-là. Fait qu'il y avait comme pas tant de pression de revenir aussi rapidement que d'autres équipes non plus. Puis je pense que, tu sais, maintenant, les commotions, tout le monde est au courant, tout le monde sait les répercussions. Fait que je pense que lui, il a vraiment poussé aussi à amener ça. Dans cette mentalité-là. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que, tu sais, si lui était revenu au jeu plus rapidement, ça aurait peut-être pas fait évoluer les choses comme ils sont aujourd'hui. Absolument. Je regarde le temps, juste pour pas qu'on déborde trop. Est-ce que tu as envie de revenir ou est-ce que la Ligue nationale, c'est quelque chose que tu dis, ça se peut, on revient ou ça, ou pour toi, c'est fini? Ah non, pas en tout. Je regarde ça aller aujourd'hui, oublie ça. La vitesse? Ah, oublie ça. Tu regardes McDavid aller, ou même juste Carlson, la façon qu'il joue. Tu veux pas patiner à reculons comme McDavid? Non, c'est ça. Vraiment pas. Est-ce que c'est pas quelque chose, ça, c'est quelque chose que t'es en paix avec ça? Vraiment, moi, la journée que je suis parti en Europe, j'étais vraiment en paix avec ça. Okay. Puis maintenant, je regarde ça comme fan. Je regarde les games des playoffs, puis je trouve ça écœurant, la façon que ça a évolué. Ton scénario idéal là, pour une fin de carrière, tu es en Europe, là, tu vas jouer en Allemagne l'année prochaine. C'est quoi le plan idéal là, pour moi, il m'en reste pas long. Là, cette année, on s'était donné, ma femme et moi... 31 ans. Je vais avoir 32 cet été, puis on s'était dit qu'on signait une place seulement si on trouvait une école en anglais ou en français pour notre plus vieux. Parce que moi, il me reste peut-être 1 an ou 2 ans à jouer, puis j'ai pas le goût de mettre mon gars dans une école en Allemagne, en langue allemande. Fait que, là, il va aller dans une école en... Là, justement, l'équipe avec qui j'ai signé, il y avait le choix des deux, français ou anglais. Okay. Puis l'école anglaise, c'est un des commanditaires de l'équipe, puis ça marche super bien, fait qu'on va l'envoyer en anglais. Fait que ça, c'était un des... Fait que est-ce que là, tu sais pas si t'es là plus qu'1 an? Là, j'ai signé 1 an plus une année d'option. Fait que, mais ça, il y a des bonnes chances que ce soit mon dernier contrat. Là. Tant que t'es pas blessé, tu continuerais. Ça serait ton dernier contrat? Non, moi, je pense, j'ai des projets aussi autres ici dans la région, ma femme aussi, fait que... Ben, c'est ça que j'allais te demander, c'est quoi, dans le fond, c'est quoi après le hockey, toi, qu'est-ce que... C'est sûr que je vais rester dans le hockey, m'impliquer dans la région. C'est sûr, là, ça fait cet été, ça va faire la 3e été que j'ai une école de hockey. Okay. J'aime beaucoup m'impliquer auprès des jeunes puis auprès du coaching. Donc, c'est sûr que je vais rester dans cette facette-là. Est-ce que tu veux retourner dans la Ligue nationale ou dans le professionnel? Ou... Je pense pas à ça. Peut-être éventuellement. Tu sais, là, je suis vraiment dans le mood. Mes enfants sont jeunes puis je veux les voir grandir. Là. Fait que, puis comme tanné de me promener en Europe puis tout ça. Fait que, tu sais, t'as pas une section dans ton école de hockey pour adultes? On a essayé de faire ça la première année, mais le monde était vraiment... parce que moi, je joue dans des... Les deux chums sont là qui jouent les vendredis avec moi dans un pick-up, tu sais. Ouais. Puis le niveau est de là à là, puis l'âge aussi, puis tout. Ouais. Puis le monde était intimidé. Quand tout le monde me dit « Ah ouais, ça serait écœurant, tu sais, parce que quand tu joues dans une ligue de garage à 40 ans, tu fais juste des games, tu sais. Puis le monde, les gars s'ennuient des pratiques, fait que... Mais le monde avait peur que des petits jeunes fringants de 22 ans allaient comme venir à l'école de hockey. Puis, pour adultes, ouais. Fait que, finalement, ça n'a comme pas fonctionné, mais j'ai encore ça en arrière-tête parce qu'en Europe, c'est bien populaire. Ils mixent ça avec game de golf l'après-midi ou... un petit package un genre de package de fin de semaine, comme que
les femmes pourraient offrir à fête des pères, quelque chose de même. Mais je pense que ça peut pas y avoir, vraiment. J'aime ton marketing. C'est drôle, non, mais pour vrai, tu dis ça, mais tu sais, moi, à des fois, avec des amis, on est comme, ça serait le fun qu'on se pogne un coach de power scaling, tu sais, juste pour le fun. Puis après ça, on le fait pas. Juste des pratiques, parce que, tu sais, mettons, le gars qui joue pas au hockey l'été, là, tu sais, de 40 ans, hein, ouais. il passe son été à boire de la bière, tu le partais, tout ça, puis qu'il arrive, il recommence dans sa ligue de garage au mois de septembre, puis qu'il a pris 20 livres. Ça serait peut-être fun, une petite fin de semaine pour mettre dedans un peu, je sais pas, je dis ça de même. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose là, je sais pas, il y a quelque chose par rapport à... Il y a tellement un gros gap entre soit que t'es pro, soit que tu joues dans une ligue de garage. Tu sais, il me semble qu'il y aurait un marché pour ça, je sais pas. Ben, moi, je pense que oui. Ouais. Tu fais-tu encore ton omnium de golf, Alexandre Picard? Non, ça, on l'a fait 3 ans. OK. Ouais, puis c'est une des choses lesquelles je suis plus fier qu'on a fait là, dans ma vie. Là, c'est vraiment... C'est un peu en hommage à quelqu'un qui a eu un un rôle dans ta le vie. fond, c'est ma pension à Halifax. La madame Suzanne Foster est décédée du cancer pendant que moi, j'étais là. Fait que j'ai vu ça passer vraiment... tu sais, j'ai vu toutes les étapes. Puis, ironiquement, elle est décédée ma dernière pendant... on a perdu contre Sidney Crosby en finale. Puis, elle est décédée pendant le match. Le dernier match. Fait que... puis, tu sais, j'ai développé une relation parce que les autres, il y avait 2 garçons. Les 2 garçons, ils avaient comme 12 ans, 14 ans. Ils étaient stick boy pour les Mooseheads, pour l'équipe. Fait que, tu sais, on a tous vécu ça vraiment rapproché. Puis, tu sais, je parle encore à Steve à chaque 2 semaines, 3 semaines. T'sais. Ça fait quoi, 10 ans que je suis plus là. Fait que, non, c'est vraiment... de ce côté-là, c'était quelque chose d'unique, spécial. Puis quand t'es jeune, tu sais pas trop comment vivre ça. Puis justement, comme je disais, mon père est dans le milieu hospitalier ici, puis on voulait trouver une façon de redonner à la communauté. Fait que ça a juste... Tous les fonds allaient à l'hôpital de Gatineau, ouais. De Gatineau, donc. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais ramener, ça, l'omnium? Ou... l'omnium, pas tant, parce que d'un, c'est beaucoup de travail, puis c'est énormément de temps. Puis le monde aussi feed beaucoup sur le présent, tu sais. Absolument. Si tu joues dans la Ligue nationale ou pas, le monde, les commanditaires vont embarquer. Puis, justement, cette année, il y a Jean-Gabriel Pajot qui a eu une pop game hier. Ouais. En fait, c'est vraiment drôle parce que si tu veux tout savoir, on voulait des gars de Gatineau, puis on voulait vous avoir les 2. Ouais. Puis on parlait aux 2 en même temps, puis Jean-Gabriel a dit « je vais essayer de venir si je peux, tout ça. » Finalement, hier, il voulait scorer 4 buts, dont le game winner, blablabla. Il n'est pas ici aujourd'hui. Il n'est pas ici aujourd'hui au Café Bar Le Troquet, à Gatineau. Mais non, bref, ça pour dire, lui, c'est ça encore. Lui, c'est ça, il s'associe avec Daniel Brière, qui est comme l'icône du hockey à Gatineau. Fait que, puis ça, je trouve ça écœurant que le monde s'implique. Même n'importe qui devrait soit être bénévole ou quelque part. C'est très cool. Ouais. Je vois le temps qui file. Je sais qu'il y a quelques personnes qui sont ici. Je sais pas, je vais demander s'il y a des questions du public, parce qu'on n'a jamais la chance de faire ça. D'habitude, on est en studio. Chez tes parents. Et donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions pour Alexandre Picard. Les 8 me regardent en voulant dire non. Mais s'il y en a qui ont des questions pour Alexandre, c'est votre cue! Le monde sont gênés. Bon. Et là là. Donc, mais c'est ça. Mais en fait, honnêtement... je veux juste te remercier. Merci de nous faire un tour. Ouais, merci, faut qu'on achève la soirée. T'es encore jeune. Commence dans quelques minutes au chapiteau juste à côté. Puis je crois qu'il y a diffuse ici. Donc, merci d'être venu faire un petit tour à un podcast que tu connaissais pas. Oui, non, je connaissais. J'ai écouté. Mon chum que tu as reçu, Maxime Noreau. Ben oui, c'est vrai, j'ai écouté. C'est ça. Cool. Mais en tout cas, encore mieux, tant mieux. Ouais. Puis Maxime Noreau, puis Olivier Latendresse aussi, qu'on a enregistré, qu'on n'a pas encore diffusé. OK, puis, cool. Ça sonne vraiment insultant, dit de même, comme si c'était pas assez intéressant. mais je vais le diffuser éventuellement. Fait que merci Alexandre. Merci à vous de vous être déplacé. Merci à Steven Boivin, qui est non seulement un ancien teammate, coéquipier d'Alexandre, mais aussi l'organisateur David Thibodeau aussi, également, qui a fait ça. Merci à Valérie, qui s'est occupée du booking ici. Vous pouvez donner vos plein d'applaudissements à Valérie, qui travaille pour le podcast. Aussi, producer Tom. C'est ça. Donc, merci à vous d'être venus. Merci à toi, Alexandre. Puis à la prochaine. Merci encore. Merci. Merci au Festival Transistor. Merci à Alexandre Picard qui joue maintenant en Allemagne pour Dusseldorf, si je le prononce comme il faut. Et je salue lui et sa copine qui, depuis l'enregistrement, ont eu un 3e bébé, un petit garçon. Bravo aux nouveaux parents. Et quant à vous, je vous dis, venez faire un tour 26 février prochain au rendez-vous du cinéma québécois, voir le documentaire Louis et passer la soirée avec nous pour la game Canadian Flyers à la Cinémathèque à Montréal. OK, tout le monde, on se voit le 26. OK, merci. Bye-bye now. Bye-bye.